Bienvenue sur le podcast des notaires conseils d'entreprise, le premier réseau de notaires spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs. Plus d'informations sur le réseau dans le descriptif. Bien s'associer, ça se construit et ça s'anticipe. Nous vous proposons aujourd'hui le 3e épisode de notre série dédiée à la gouvernance et aux 3 piliers d'une association réussie. Enregistré lors des 6e rencontres notaires chefs d'entreprise, l'événement annuel de NCE à destination des entrepreneurs et des dirigeants, cette série donne les clés concrètes pour structurer, anticiper et pacifier la vie d'une société. De retour sur notre plateau pour notre temps d'échange autour des conflits familiaux dans le cadre de la société. À mes côtés, Caroline Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de FBN pour Family Business Network. Et Maître Emmanuel Dossa, bonjour. Bonjour. Notaire à Montpellier, notaire du réseau NCE. Alors Caroline Mathieu, déjà, pouvez-vous nous présenter en 2 mots qu'est-ce que le Family Business Network, s'il vous plaît? Avec plaisir. C'est un réseau mondial, c'est le réseau mondial des entreprises familiales qui existe sur tous les continents depuis plus de 35 ans. En France, il a été créé il y a 27 ans. Il regroupe dans le monde 25 000 membres. En France, nous sommes 2500 membres qui sont des entreprises familiales, aussi bien des PME, des ETI que des grandes entreprises. Et que fait le FBN? En fait, il accompagne les membres de ces entreprises, les membres familiaux, donc les dirigeants, les actionnaires familiaux, les membres familiaux à réfléchir à la meilleure manière de faire grandir et durer l'entreprise familiale. Ça veut dire qu'au sein du FBN, à travers beaucoup de retours d'expérience et d'échanges de bonnes pratiques, nous allons accompagner ces membres sur des sujets de structuration de gouvernance, gouvernance de famille, gouvernance d'entreprise, sur des sujets de transmission, passage des générations, sur des sujets de formation et d'intégration des nouvelles générations, c'est à peu près 1 membre sur 2 au sein de notre réseau dans le monde entier, et sur des sujets de réflexion durable et responsable. Et sur la qualité de vos membres, est-ce que ce sont plutôt, on parle de PME, d'actionnaires de PME, on parle d'entreprises qui ont 2, 3, 4, 5 générations d'existence? Alors, ce sont des entreprises de toute taille, donc des PME, nous avons 40% de PME et 60% d'ETI et de grandes entreprises. Ce sont également des entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille d'actionnariat. On va sur des tailles d'actionnariat resserrées jusqu'à parfois des entreprises qui ont plusieurs centaines, voire milliers d'actionnaires. Et également des entreprises qui vont de la première génération en train de réfléchir à sa première transmission, jusqu'à des entreprises qui sont... Alors la plus ancienne au FBN, c'est une entreprise de 24e génération. Nous avons un quart de centenaire. Donc nous avons des entreprises qui ont déjà franchi beaucoup de caps générationnels, beaucoup de transmissions, et c'est sur ce terreau très inspirant d'échanges de bonnes pratiques et de retours d'expérience que se fonde vraiment la raison d'être du FBN, puisque ces familles qui ont déjà beaucoup d'expérience vont pouvoir donner des idées à d'autres qui vont s'en inspirer. Emmanuel Dossa, quel est le profil de votre clientèle entreprise à Montpellier? Alors beaucoup de PME, bien sûr, quelques grosses PME, et pas toujours des entreprises qui ont plusieurs générations. Il y a beaucoup d'entreprises de la tech, comme on dit chez nous, donc des entreprises nouvelles. Et c'est très enrichissant pour nous, d'ailleurs, d'avoir à gérer ce genre d'entreprise un peu nouvelle. Merci. Alors Caroline Mathieu, rentrons dans le thème de notre échange autour du conflit familial. Quels sont les conflits familiaux les plus récurrents que vous rencontrez ou que rencontrent vos membres? Alors, au FBN, nous avons accompagné, depuis l'existence du FBN en France, plus de 700 transmissions. Donc, le sujet des conflits, bien sûr, fait partie des sujets qu'on aborde. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les conflits qui peuvent naître au sein de la famille, donc qui sont liés à la dimension humaine de l'entreprise familiale. La plupart du temps, ce sont des conflits qui apparaissent à des moments de cristallisation de l'entreprise. La transmission en est un. Des changements stratégiques aussi, où il peut y avoir des différences de point de vue. Donc ces conflits vont souvent apparaître quand il n'y a pas vraiment de règles claires, qu'on se trouve dans des zones de flou, de non-dit, des zones un peu grises. Et c'est là que justement les conflits vont se nicher. Alors qui ils touchent et quelle catégorie de conflits nous on voit le plus souvent apparaître? Il y a bien sûr des conflits intergénérationnels, qui peuvent exister à un moment de transmission, bien sûr, entre le cédant et le repreneur. Bon, c'est des sources de conflits. Et au sein d'une même génération, il peut y avoir des conflits de fratrie. Au sein d'une fratrie, souvent dû à des rivalités personnelles, des choses qui ont eu lieu dans le passé.
On a également, et on l'a évoqué à la table ronde précédente, des sources de conflits qui peuvent naître du fait d'actionnaires qui sont opérationnels et d'autres qui ne le sont pas, donc des points de vue différents et un attachement à l'activité même qui est pas le même. Et puis il y a aussi des conflits qui naissent avec les conjoints. Alors parlons de ce conflit entre conjoints, dans le cadre par exemple, Emmanuel Dossat, d'une TPE, un couple marié qui se trouve également associé au sein de cette même TPE. La raison l'emporte-t-elle sur l'ego, puisque là il y a le risque de tout perdre, à la fois pour l'ancien couple, mais également pour l'entreprise en tant que personne morale? Oui, les conséquences sur les salariés, oui, c'est une vraie question. Vous savez qu'un chef d'entreprise a beaucoup d'ego, donc c'est difficile parfois à résoudre. C'est à nous de ramener les gens à la raison en écrivant des consultations, en posant des chiffres et puis en leur donnant des exemples d'entreprises qui ont périclité parce que justement cette entente n'a pas eu lieu. C'est pas toujours évident entre conjoints. Je peux vous raconter une anecdote à ce sujet. On a travaillé sur une session d'une grosse entreprise dans le monde de la distribution et on a travaillé pendant presque un an avec le chef d'entreprise, monsieur qui est au vu de tous les associés, de tous les fournisseurs, tous les correspondants de la société, était le dirigeant de l'entreprise. Et ça a pris un an et puis on a présenté tout ça à la famille. Et l'épouse, qui était soi-disant dans l'ombre, nous a dit, qui n'avait jamais pris part au débat, nous dit, écoutez, moi, je suis d'accord là-dessus, mais j'aurais besoin de X milliers d'euros net par mois, et si je n'ai pas ça, je ne signerai pas. C'est-à-dire qu'ils étaient sous le régime de la communauté de biens. Alors, en plus, ils étaient sous le régime de la communauté, mais elle avait quand même son mot à dire dans la famille, mais qui n'est jamais apparu dans l'entreprise. Et depuis ce jour-là, je fais très attention aux conjoints et surtout aux gens qui se taisent. Il faut écouter les gens qui se taisent. Les gens qui sont bavards sont moins dangereux? Je ne dis pas qu'ils sont dangereux, mais ils ont un avis qui est parfois avec plus de recul que le chef d'entreprise qui est aux manettes et qui, lui, a une décision et qui avance à bride abattue et qui n'a pas toujours cette vision et qui ne fait pas toujours attention à son entourage. Et c'est notre rôle aussi, nous, notaires, et c'est pour ça qu'on est proche des familles, d'écouter ce qui se passe à côté du chef d'entreprise. Alors, Caroline Mathieu, un autre cas souvent rencontré, c'est le chef d'entreprise, la chef d'entreprise qui n'a pas confiance dans la transmission en ses enfants ou une partie de ses enfants, et qui n'ose pas forcément le dire d'ailleurs. Oui, ou peut-être aussi n'a-t-il pas posé la question. Donc c'est toute la question de la préparation de la transmission qui est importante, et dans cette préparation de la transmission, de bien veiller à la préparer de façon collective, inclusive, en y associant toutes les parties prenantes. Donc le dirigeant, bien sûr, peut avoir son point de vue sur la transmission, avoir l'idée du repreneur potentiel, mais parfois oubliera-t-il tout simplement d'en parler à ses enfants, de sonder les envies, les aspirations. Et c'est pour ça que nous, au FBN, dans les bonnes pratiques qu'on favorise, qu'on diffuse, on veut absolument que cette préparation de la transmission, qui prend du temps, c'est une transmission, c'est entre 5 et 10 ans, elle soit faite de façon très concertée, très inclusive, en y associant, dans la mesure du possible, toutes les parties prenantes. Donc ce process, ce faire process, cette concertation, elle va permettre quoi? Elle va permettre de pouvoir identifier à un moment donné les talents, les potentiels, et ceux qui ont envie aussi. Et de venir conforter ou pas l'opinion du dirigeant qui dit non mais mes enfants n'en ont pas envie, ou au contraire c'est trop tôt, ou ce qu'on entend aussi non ils sont pas légitimes, ils n'en sont pas capables. Je rebondis parce que ça me fait penser à un dossier que j'ai traité récemment où le chef d'entreprise avait identifié, c'est un chef d'entreprise qui a 3 filles d'ailleurs, et qui a identifié quelqu'un qui était capable de reprendre et qui avait elle-même un conjoint et à qui on a donné la possibilité de rentrer dans l'entreprise et qui participait au développement de l'entreprise de manière très bénéfique. Et donc ce chef d'entreprise vient me voir et me dit je voudrais transmettre l'entreprise de manière égalitaire à mes 3 enfants, mais je pense que la dirigeante sera telle personne. Nous montons le dossier, faisons une consultation, et au fur et à mesure qu'il avance dans le process de la transmission,
il s'aperçoit que la personne qu'on appelle pièce rapportée, c'est un peu péjoratif, mais valeur ajoutée, très bien, avec plaisir. Enfin, en l'occurrence, c'est mal fini, mais bon, donc il s'aperçoit que cette personne n'est peut-être pas la personne idéale, et la transmission crée un conflit familial, vous l'avez dit, quand on cristallise les choses, et on finit par évincer de la transmission cette fille qui était destinée à reprendre les rênes, ce qui nous pose un problème, nous juristes et nos notaires, de faire une donation à 2 enfants sur 3, puisque se produira au décès ce qu'on appelle un rapport. Il nous faudra rééquilibrer tout ça avec des dissensions familiales qui risquent d'empêcher tout ça. Et alors, je me fais le plaisir de raconter cette anecdote, non pas pour cette famille malheureusement, mais parce que, et c'était pas prévu, quand on a commencé nos préparations de cette table ronde aujourd'hui, j'en étais à ce stade-là. Mais figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'apprends que la personne qui était destinée, qui n'a pas participé à la transmission, s'est séparée de son conjoint et donc revient dans l'entreprise familiale, et donc il va falloir qu'on réorganise la transmission pour que ce qu'on a fait à 2 se fasse à 3, ce qui sera de toute façon une très bonne chose pour la pérennité de l'entreprise. Mais et pour votre étude, tout se prépare accessoirement, mais on est au service des familles, monsieur les officiers ministériels, au service de la France. Voilà. Non, mais ça montre une chose, ça montre aussi qu'une gouvernance n'est jamais figée. Et que l'entreprise, c'est une matière vivante et qu'il faut justement pouvoir réinterroger le projet familial, réinterroger le projet stratégique et réadapter en permanence. C'est ça qui est intéressant. Et bien souvent, dans ces process-là, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir se faire accompagner. Nous avons réalisé avec EY et For Talent une étude qui sort aujourd'hui même dans les Échos, un baromètre des entreprises familiales qui nous a montré que dans 85% des cas, une entreprise se fait accompagner par un tiers, par quelqu'un extérieur, sur ces sujets de transmission, justement en prévention et des conflits, d'éventuels conflits. Quand vous parlez de solutions extérieures, donc là, on est avec un notaire, mais est-ce qu'il peut s'agir d'un administrateur indépendant, voire d'un salarié qui est aujourd'hui directeur général ? Tout à fait. En fait, c'est une forme d'ouverture à des tiers qui va apporter un regard extérieur, neutre, beaucoup plus objectif, et qui va mettre de l'ouverture dans tous les process. Au niveau de la famille, du conseil de famille, pouvoir se faire accompagner, par exemple, dans l'élaboration d'une charte familiale, on en a parlé à la table ronde précédente, c'est vraiment important. Cette personne qui va élaborer la charte avec les parties prenantes familiales, elle est importante aussi parce qu'elle va pouvoir interroger de manière neutre toutes les parties prenantes. Au sein d'un conseil, avoir des administrateurs indépendants fait aussi partie de nous des bonnes pratiques qu'on favorise. Pourquoi ? Parce que l'administrateur indépendant, il va être là un peu dans un rôle de challenger, il va apporter de l'objectivité et il va pouvoir aussi mettre à l'agenda les sujets quand il faut les mettre. Au sein du management, cette ouverture-là à un dirigeant qui ne sera pas familial, c'est une bonne pratique par exemple qui est très courante en Allemagne. En France, aujourd'hui, ça concerne à peu près un quart des entreprises, mais effectivement, c'est une bonne pratique qui peut être utilisée pour des raisons très simples. La nouvelle génération peut ne pas être en âge de reprendre le business, ou simplement, il peut y avoir au sein de la nouvelle génération pas forcément d'envie, d'appétence pour cette reprise-là. Donc faire venir un dirigeant non familial, c'est aussi une manière de ne pas avoir à faire des choix parmi toutes les personnes possibles. Très important. Excusez-moi, je vous coupe. Je crois qu'on y a vous avez des par exemples, le temps, mais oui, non, mais c'est vrai. Alors là, pour le coup, une très grosse entreprise française où le chef d'entreprise initial a mis très longtemps à transmettre son entreprise. Il l'a transmis tardivement, il était âgé, et parce qu'il n'avait pas confiance dans la génération d'en dessous, qui finalement a repris les rênes tardivement, qui a très bien géré finalement, mais qui lui-même a reproduit ce schéma d'une transmission tardive. Et du coup, on avait 4 enfants dessous, et ils n'ont jamais su se positionner dans l'entreprise, savoir qui allait prendre le lead, comme on dit. Et donc, c'était un peu délicat. Et donc, on a fait 2 choses. On a recouru à un expert extérieur, qui est devenu le président de la société, qui a amené non seulement une compétence technique, mais un apaisement. Bon, il n'y a pas de conflit, mais
mais en tout cas, on se reposait sur lui. Et on a mis en place un conseil de gérance. On a créé une société civile pour faire un peu de technique. C'est pas toujours le cas dans les holdings. En l'occurrence, c'est même une super holding, sous forme de société civile pour aménager une gérance et un conseil de gérance où les cadres se relayent en présidence de ce conseil de gérance, donc un organe intermédiaire entre la gérance classique et l'assemblée générale, mais qui permet à chacun d'exister et de se renouveler et tous les ans. Et avec, ça fait beaucoup de frais, avec un technicien. Faut avoir, Je vous ai dit que c'était une très grande entreprise. Oui, mais c'est des investissements qui sont nécessaires, et ces investissements-là, d'une structuration de la gouvernance, ils sont aussi importants du côté de l'entreprise que du côté de la famille. Parce qu'au fur et à mesure que les générations passent, le nombre d'actionnaires peut augmenter, et il faut pouvoir structurer cette gouvernance-là. C'est le socle sur lequel tout grandit. Vous avez évoqué, Caroline, le cas de personnes qui ne seraient pas en âge de reprendre. On a cette question de Manuel. Il l'avait posée sur la table ronde précédente, mais je voulais attendre le bon moment pour la reposer. Il nous demande que faire du cas des enfants mineurs associés, comment les prendre en compte dans la gouvernance. Alors, vous voulez dire des mineurs, des actionnaires peut-être qu'ils subissent une situation, peut-être à l'occasion d'un décès ou une transmission, où il y a des, excusez-moi, mais il y a des entreprises, notamment dans les nouvelles entreprises, qui éclosent très vite et qui atteignent une maturité très vite, une valeur très vite, et donc on peut être tenté de mettre en place une transmission pour éviter des plus-values futures ou des droits de succession futurs, avec des associés mineurs. Effectivement, ça pose quelques problèmes, donc il faut aménager tout ça. Vous savez que les mineurs, on ne va pas faire un cours là, mais les mineurs ont une protection prévue par le Code civil. Eh bien, il faudra l'utiliser de manière très efficace et mettre en place des conseils de gérance et faire recours à des sociétés comme la vôtre pour bien organiser tout ça, parce qu'un mineur, il parle pas, je vous ai toujours dit attention à ceux qui se taisent, mais là il peut pas parler, sa voix n'a pas juridiquement poids, mais il va grandir. Il va grandir. Il va avoir des conjoints, et l'exemple que je vous ai cité avant fait qu'il faut l'anticiper ça. Mais il y a une indispensable formation de l'actionnaire, parce que c'est une responsabilité et il faut savoir tout ce que recouvre cette responsabilité-là. À partir du moment où on reçoit des actions, il faut être formé à ça. Quand il y a conflit dans une fratrie et qu'il y a un dirigeant ou une dirigeante à la tête de la société, quel peut être le rôle du conjoint? Alors vous avez évoqué tout à l'heure l'effet de surprise créé par cette conjointe qui a demandé à pouvoir bénéficier de certains droits, mais est-ce qu'elle peut jouer aussi le rôle de pacificateur, ou est-ce qu'elle a un rôle prépondérant Oui, bien sûr, il faut. Alors, elle a un rôle prépondérant, mais elle peut aussi avoir un rôle qui va attiser certains points, parce qu'elle a une sensibilité différente, parce qu'elle n'a pas toujours été mise au courant de la vie de la société, volontairement ou involontairement, et peut-être qu'elle peut le faire payer, mais bon, généralement, c'est à nous d'aller déceler ce qu'elle peut apporter ou son pouvoir de nuisance. Et donc, là aussi, il faut savoir écouter ce qui se passe à côté du chef d'entreprise. Nous, on a coutume de dire au FBN que le conjoint peut être en quelque sorte le Chief Emotional Officer, le CEO. C'est souvent celui qui recueille des confidences des deux côtés d'ailleurs, du côté du dirigeant, mais aussi du côté de la nouvelle génération. Donc il peut être le confident, il peut être le pacificateur. Donc c'est quelqu'un d'important en tout cas dans tout ce dispositif au sein d'une entreprise familiale. On a deux questions. Une nouvelle question de Pauline qui nous demande quelle pourrait être l'idée du coût de ce genre de conseil indépendant pour une PME. C'est assez difficile à dire. Là, aujourd'hui, c'est pas que je veuille faire la langue de bois, mais en fait, ça dépend du temps d'accompagnement. Il y a des honoraires qui sont liés aux actes qu'on va faire et qui sont des honoraires tarifés. Et puis, il y a des honoraires qui sont en fonction du temps passé sur l'accompagnement, la durée. En tout cas, là aussi, ça se prépare. Et donc, il y a des notes qui sont échangées et signées, des accords qui sont prévus en début de consultation pour ne pas avoir de surprise. Oui. Alors, pour donner, on est sur quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Franchement, ça dépend. Si c'est le pur conseil, c'est ce
quelques milliers d'euros sur la pure consultation, enfin en tout cas les premiers échanges, et parce qu'on fait une note écrite à chaque fois avec des simulations chiffrées, c'est quelques milliers d'euros. Après, en fonction des actes de transmission, ça dépend de la valorisation de la société, ça peut être des dizaines de milliers d'euros. Mais j'ajouterais qu'au-delà de... C'est un investissement, et c'est un investissement auquel les familles doivent vraiment réfléchir, qui est bien sûr un investissement financier, mais aussi c'est un investissement en temps. Préparer une transmission, ça doit vraiment... ça ne s'improvise pas. C'est du temps, une personne au sein de la famille qui va pouvoir organiser les choses, qui va pouvoir vraiment faire un plan très concerté, de savoir comment cette transmission doit s'organiser, par qui on doit se faire accompagner. Donc bien sûr, des notaires, mais ça peut être aussi des consultants en gouvernance, des conseils financiers, des réseaux de pairs pour pouvoir s'inspirer et échanger des bonnes pratiques. Donc tout ça, il faut pouvoir le concevoir dans un ensemble et se dire que c'est quelque chose qui se mesure en années. Je complète, le premier conseil sera toujours gratuit. Donc qui vient nous voir dans une problématique, quand bien même elle serait très complexe, il sera toujours gratuit, jamais je ne facturerai une première consultation. C'est un conseil, c'est notre rôle, c'est notre mission. Et donc, on sera ravis d'accompagner les gens pour les orienter. Justement, vous évoquez ces administrateurs indépendants. On a cette question d'Éric qui nous demande, existe-t-il des organismes qui proposent des administrateurs indépendants formés pour ce type de gouvernance ? Tout à fait, oui. Il y a des réseaux comme le réseau IFA, l'Institut français des administrateurs ou l'APIA, avec qui le FBN collabore régulièrement. On a des partenariats avec eux qui proposent des administrateurs indépendants pour rentrer dans les conseils. C'est des réseaux qui existent en France et qui accompagnent tout type de boîtes et d'entreprises de toute taille. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Caroline Mathieu, déléguée générale du FBN, Family Business Network France. Et merci à vous, maître Emmanuel Dossat, notaire à Montpellier et membre du réseau NCE. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Notaires Conseils d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous dans le descriptif.